Jacques Hupfer, bonjour, Boker Tov. Bokeror. Merci d'être avec nous ce matin de France, où vous êtes encore, puisque vous avez participé il y a quelques jours à un colloque organisé par l'Organisation sioniste mondiale et que vous avez reçu dans le cadre de ce colloque des mains de Yaakov Ragoel, qui est le vice-président de l'Organisation sioniste mondiale, une distinction pour votre militantisme, on va dire des décennies de militantisme, dont plusieurs à la tête du Likoud mondial, également bien entendu donc dans le cadre du Likoud. Alors, toutes nos félicitations tout d'abord. D'abord, ça vous a fait plaisir. Merci. Ça vous a fait plaisir. Oui, bien sûr. Bien. Oui, bien sûr. Même pour un militant, on va dire, qui a une si longue expérience, ça fait toujours c'est toujours sympathique de recevoir une forme de reconnaissance. Oui, non, c'est toujours agréable de savoir que les amis aux côtés desquels on se bat et aux côtés desquels on mène la lutte sioniste viennent pour dire bon, ce sont des années qui ont été des années positives. Voilà, bon. Mais maintenant, vous savez, dans l'hymne du groupe Stern, il y a un vers qui dit de nos rangs ne nous libérera que la mort. Oui. Donc on va continuer à combattre. On vous souhaite Admea. Voilà, vous avez encore le temps. Mais par contre, effectivement, cette expérience, nous voulons en profiter pour avoir votre appréciation sur ce qui se passe actuellement dans la vie politique en Israël, que vous suivez de très près, même on peut le dire, de l'intérieur. Et surtout ce qui se passe au Likoud aujourd'hui. Binyamin Netanyahou, on est à 10 jours, moins de 10 jours, 9 jours des élections primaires. Jusqu'à présent, Binyamin Netanyahou était le leader incontesté. Aujourd'hui, on voit son leadership remis en cause, en perspective des élections du 2 mars prochain par Gideon Sa'ar. D'abord, où vous vous situez dans ce débat entre le leader jusque-là incontesté du Likoud et celui qui est aujourd'hui son challenger? Moi, je me situe à l'intérieur du camp qui est celui du camp national. Ce que je considère aujourd'hui, c'est que c'est une erreur dramatique de partager ce camp. Nous avons des options, des possibilités, des ouvertures qui sont exceptionnelles à l'intérieur de la vie politique de notre nation. Le Brésil va reconnaître Jérusalem comme capitale éternelle, comme capitale, et transférer son ambassade. Un certain nombre d'ouvertures sont faites. Les États-Unis, pour une fois débarrassés de leur Hussein Obama, on a le meilleur président possible. On a des opportunités exceptionnelles sur le fait que nos réimplantations en Judée-Samarie sont reconnues à Washington. Elles sont toujours pas reconnues dans le camp de ceux qui s'appellent bleu-blanc. Elles sont pas reconnues dans notre opposition gauchiste. Et le pire est dans ces circonstances-là de lancer des guerres internes. C'est tout à fait ridicule. Donc je suis pour le fait qu'il n'y ait en fait pas de primaire du tout. Je n'en ai pas besoin aujourd'hui. Ce dont j'ai besoin, c'est d'avoir un État juif qui soit en train de se battre et de liquider le Hamas, qui soit en train de se battre et de pouvoir mettre un terme à la menace iranienne, et non pas de me préoccuper de savoir si M. Gideon Sa'ar sera le futur Premier ministre aujourd'hui, ou bien qu'il le sera peut-être dans 3 ou 4 ans, ou peut-être ce seront d'autres candidats. Mais qu'est-ce que vous ne manquent pas. Mais qu'est-ce que vous répondez à Sa'ar lorsqu'il dit, par exemple hier soir, que celui qui vote pour Binyamin Netanyahou vote incontestablement en faveur de celui qui sera le prochain chef de l'opposition, parce que Binyamin Netanyahou par 2 fois a échoué dans sa capacité à former un gouvernement. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Je lui dis qu'il se trompe d'une manière totale, parce que ce n'est pas M. Netanyahou qui a échoué à 2 reprises à créer un gouvernement. C'est d'une part, vous le connaissez très bien, M. Lieberman, qui a détourné des voies de droite. C'est d'autre part le système électoral israélien qui ne permet pas à la majorité de droite de pouvoir trouver son gouvernement. C'est le fait que nous ayons une quinzaine de députés arabes à la Knesset qui bloquent et qui font qu'à chaque fois que
un gouvernement national doit être élu, il faut d'abord mettre 15 députés de côté pour annihiler la 5e colonne arabe de la Knesset, et que ce que je dis, c'est que c'est ce monsieur Gantz avec tout son état-major et tous ses pseudo-dirigeants qui, eux, ont échoué à 2 reprises dans leur tentative de renverser Netanyahou. Alors, peu importe, ce que je dis surtout, c'est qu'il ne faut pas aujourd'hui lancer de guerre interne. Nous avons besoin d'un gouvernement. Moi, je souhaite que le Premier ministre qui sera choisi par le Likoud dirige le pays. Si c'est monsieur Netanyahou, je lui souhaite de continuer à nous apporter des victoires et à partir mais vous ne craignez pas que finalement, au bout du compte, bien la droite dans son ensemble, pas seulement Netanyahou, se retrouve dans l'opposition? Ça ne vous inquiète? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que la droite peut se retrouver dans l'opposition. Je vois pas où est la gauche dans notre pays. Elle n'existe pas. Et je crois que le problème est de savoir simplement comment sera la campagne électorale. Alors si c'est oui Bibi, non Bibi, moi elle ne m'intéresse pas, tout comme elle n'intéressera plus personne cette fois-ci. C'est pas ça le débat. Le débat c'est oui un État juif ou bien non. On veut pas d'État juif, on veut une alliance avec les Arabes, on veut que ça soit un État comme tous les autres. Mais ce qui est important pour nous, c'est de conserver un État juif. Et cet État juif, c'est la grande coalition qui se met autour de Netanyahou. Moi, et de toute façon, je crois que quel que soit le dirigeant, Daniel, quel que soit le dirigeant qui sera à la tête du Likoud, ce sera le camp national qui triomphera s'il est capable de poser les véritables problèmes que auxquels le pays doit être confronté. Vous qui êtes, on va dire, un ancien du Likoud de l'époque de Menachem Begin, que vous avez connu de l'époque, on va dire, je dirais, pour résumer, de ce que l'on appelait l'école de Binyamina, de cette époque où il y avait un véritable, en fait, le chérout historique et idéologique était très dominant au Likoud. Comment vous voyez le Likoud actuellement? Vous le voyez modifié? On a le sentiment quelque part que ce que l'on appelle, et que vous connaissez bien, le Hadar, la noblesse du Bétar historique, hein, celle de Jabotinsky, eh bien, a totalement disparu, et que l'on est dans des combats de coq à l'intérieur du Likoud, ou alors en tout cas on est dans une dimension totalement différente, y compris avec Binyamin Netanyahou. Je suis désolé de dire que vous avez raison. J'en suis désolé parce que moi je suis encore resté parmi les dinosaures qui étaient du Khérout, dans lequel la vie privée n'avait aucune importance, dans lequel la vie privée était dédiée à la cause publique, dans laquelle l'humilité et la modestie étaient la caractéristique individuelle, mais l'honneur, l'ambition et la gloire étaient destinés à la nation tout entière. Et c'est vrai que nous avons perdu énormément dans ce domaine-là. Nous avons perdu le sens et le sens du miracle israélien, le sens du combat israélien. On a été influencé, malheureusement depuis trop longtemps, par une espèce de petite élite autoproclamée, juridico, médiatico, politico, militaire, dans lequel l'individu prime sur l'intérêt national et dans lequel les petites phrases deviennent plus importantes que ce qui est la cause sioniste. La cause sioniste est une révolution. La révolution sioniste aujourd'hui, c'est de construire tout Hebron. La révolution sioniste, c'est d'établir la souveraineté juive sur toute la Judée-Samarie. La révolution sioniste, c'est de mettre hors du pays ceux qui ne l'aiment pas et ceux qui sont nos ennemis. La révolution sioniste, c'est d'avoir une voix juive. Et de le faire, bien entendu, selon la loi, hein, bien entendu, prendre des initiatives. Mais pas selon la loi, oui, mais pas selon la loi décidée par une Cour suprême qui considère que les terroristes sont des prisonniers politiques, pas selon la Cour suprême qui se permet de croire qu'elle peut décider à la place de la Knesset.
pas selon une Cour suprême israélienne ou une espèce de juridiction comme ça. Alors là, je ne vous suis pas parce que Binyamin Netanyahou, que vous soutenez apparemment, d'après ce que vous venez de nous dire, eh bien, il était au pouvoir depuis 10 ans, il est au pouvoir depuis 10 ans, depuis 13 ans au total, même plus. Eh bien, on n'a pas vraiment l'impression que ça a été une de ses priorités d'instaurer des réformes qui puissent justement modifier, on va dire, l'image de la Cour suprême, l'image du parquet dont il se plaint aujourd'hui. Comment vous expliquez ce paradoxe? Mais tout simplement parce qu'il y a des endroits dans lesquels M. Netanyahou a échoué et que nous lui avions réclamé. Ça fait longtemps qu'on lui réclame d'avoir la souveraineté juive sur la Judée-Samarie. Oui. Ça fait longtemps qu'on lui dit que le discours de Bar-Ilan sur 2 États pour 2 nations est une idiotie politique. Ça fait longtemps qu'on lui dit qu'il n'y a qu'un seul État de la mer, au moins jusqu'au Jourdain, qu'il ne doit y avoir qu'un seul drapeau, qui sera le drapeau d'Israël. Ça fait longtemps qu'on lui reproche de ne pas se battre contre cette petite élite autoproclamée et de la Cour suprême et du parquet et des conseillers juridiques qui d'un seul coup avec, je sais pas, j'ai entendu des salaires invraisemblables, se permettent eux de prendre des décisions à la place des ministres. Il a fait des erreurs. J'ai l'impression que les derniers coups qu'il reçoit maintenant sont de nature à le réveiller et à lui montrer qu'il y a des domaines dans lesquels il doit agir, dans lesquels le prochain gouvernement national, du camp national, devra agir, remettre la justice de là où elle doit être et mettre le politique et la décision du peuple là où elle doit être, c'est-à-dire au plan suprême. Alors encore une question concernant justement cette école, cette approche idéologique qui était celle du Khérout et qui semble un peu avoir disparu quelque part dans le Likoud d'aujourd'hui. Ouais. Comment vous expliquez que beaucoup de vos amis, de ceux qui étaient proches on va dire à la même époque et qui étaient avec vous, dans les écoles de Binyamina où on enseignait l'enseignement de Zev Jabotinsky, des gens comme Ehud Olmert, des gens comme Ronnie Milo, des gens comme Dan Meridor, que vous avez bien connus lorsqu'ils étaient bien plus jeunes qu'aujourd'hui, eh bien, et tous plus ou moins bifurqués quelque part d'une certaine manière se situent aujourd'hui non plus, on va dire, dans la droite idéologique, mais plutôt dans une forme de centrisme, et pour Ehud Olmert on peut même parler de gauche. Comment vous expliquez ces changements qui sont intervenus auprès des gens qui ont eu la même culture, la même éducation, on va dire, sioniste et nationaliste que vous? Daniel, vous savez que dans le domaine psychiatrique et psychologique, les Juifs sont en nombre très important, oui. Et que Freud a construit des systèmes pour essayer d'expliquer certaines choses. Moi, je n'explique pas pourquoi quelqu'un qui avait raison d'un seul coup commence à avoir tort, et pourquoi quelqu'un qui dans l'éducation, à la maison, dans la classe politique, a été d'une certaine manière, finalement, ne réussit pas à tenir. Mais je crois qu'il y a effectivement à l'intérieur du pays... Est-ce que ce n'est pas peut-être le sens des responsabilités, ce que Sharon disait, non, Sharon disait, ce que l'on voit d'ici, on ne le voit pas de là-bas. Quand on est confronté à des responsabilités nationales, on a peut-être plus de difficultés à mettre en pratique l'idéologie que l'on a dans laquelle on a baigné au début? Non, c'est le contraire. Si vous permettez, je vais rapporter une petite scène que j'ai vécue. Monsieur Begin se trouvait en train de contrôler des papiers électoraux qui sortaient pour une campagne, et bien entendu, sur l'entête de ces papiers, il y avait notre insigne qui était la carte d'Israël, sur les 2 rives du Jourdain, la carte d'Israël intégrale, celle que l'Irgun avait. Et l'un de ces personnages que vous avez cité tout à l'heure est venu lui dire, mais vous savez, si on enlève cette carte, on aura 3 ou 4 mandats de plus, c'est pas la peine de la mettre, ça nous fait perdre des mandats. Et M. Begin Zichrono Livracha avait répondu, si nous enlevons la carte d'Israël sur les 2 rives du Jourdain, eux, qu'est-ce qu'ils vont enlever? Ils ont fini par réussir à nous l'enlever, cette carte-là, et eux, ils sont en train, aujourd'hui,
de considérer que Jérusalem n'est pas notre capitale et qu'il faut rendre comme eux ils disent, donner comme disent d'autres. Non, je pense tout simplement que la pression, cette pseudo-élite, ces médias, les termes utilisés, on ne parle plus de Moledet, on ne parle pas de patrie, on ne parle pas de l'ennemi arabe, on n'a plus d'ennemis. On parle on commence une guerre, les journalistes sont là en train de demander, et quand est-ce qu'on aura le cessez-le-feu? C'est pas comme ça que ça se mène, mais c'est vrai que c'est une propagande, une campagne, un défaitisme qui s'est déversé sur le pays et qui malheureusement a contaminé certains de mes anciens amis, mais moi ça me contamine pas. Eh bien, Jacques Kupfer, c'était très intéressant de dialoguer avec vous. On n'en a pas l'occasion de le faire suffisamment souvent, peut-être qu'on devrait le faire un petit peu plus. Mais enfin, en tout cas, c'était une bonne occasion de parler avec vous, surtout dans la conjoncture actuelle extrêmement complexe dans laquelle le Likoud se trouve à 9 jours de ces élections primaires pour la présidence du parti. Merci beaucoup, Jacques Kupfer, d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Bonne continuation, à bientôt. Merci Daniel, au revoir.